à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez pris le temps de regarder en replay le live des rois du Bitcoin tous les vendredis 12h30, si vous l'avez loupé, disponible sur la chaîne des rois du Bitcoin. On va en parler de Bitcoin dans cette vidéo, on va faire quelques news, puisque généralement le lundi, on utilise ce temps pour faire quelques news, elles seront concises, précises, minimum de temps, et j'aimerais vous rediriger vers la répartition des Bitcoins, puisqu'on parle ici d'adoption, de justice, d'équité et d'égalité. C'est toujours bon d'aller re-regarder ce qui se passe par rapport à ces intercycles vis-à-vis de la répartition des bitcoins. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Elle a été téléchargée plus de 15 000 fois, c'est complètement gratuit. J'utilise sur les marchés traditionnels ou les crypto-actifs. Bon, faut d'excellents résultats, moyen long terme, voire très long terme. Côté Bitcoin, on est en train de travailler ces range, toujours en bas de ce range ici, ce petit range, entre haut de range, bas de range. Range trader, faites votre travail, on voit bien que vous continuez à accumuler, d'empiler des longues ici. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Non, le billet momentum est toujours haussier entre notre MA9 et notre MA18 ici en weekly. Allez, plutôt baissier, on a eu le petit cross MA9 et MA18 en daily. Peut-être des corrections à envisager. Mais il est vrai que le marché a tendance, et surtout la smart money, voire les market makers, à aller chercher la liquidité lorsqu'elle s'y trouve avant de retourner ce marché. Et c'est toujours les mêmes situations psychologiques, n'ayons jamais raison trop tôt. Et avoir raison trop tôt, c'est de mettre des shorts ici en attendant un potentiel breakout. Et même s'il a lieu, attendez bien des confirmations, des acceptations en vue de jouer l'accélération. Sinon, fake out, et à ce moment-là, on se fait dégommer en bas de range pour aller nous dégommer nos shorts. Donc faites attention à ça, parce qu'actuellement, les grosses whales continuent à maintenir ce marché. Il y a les petits violets ici qui prennent potentiellement des profits ou font des mouvements de marché, mais pour l'instant, rien d'exceptionnel. Et il y a des grosses poches de liquidité qui s'y trouvent beaucoup plus haut, 44 000 $, 45 000 $. Honnêtement, je pense qu'on pourrait aller les chercher assez rapidement. Vous les voyez ici. Vous avez des magnifiques clusters de liquidités qui sont en attente sur des personnes qui tentent de positionner des shorts dans des bas de range. C'est jamais la meilleure solution à prendre. Et si on passe en annuel, on voit des choses beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus intéressantes, plutôt ici pour les investisseurs, avec des clusters de liquidités qui se trouvent aux 32 000 $ et beaucoup plus bas aux 27 000 $, 25 000 $. Toujours intéressant de l'observer, puisqu'il y a des fractales qui pourraient se reproduire pour aller chercher des déséquilibres de prix aux alentours des 27 000 $. Ça peut être vraiment notre point bas pour pouvoir switcher le sentiment dans l'attente d'aller chercher potentiellement toute la liquidité qui se trouve plus bas. Je ferai partie de ceux qui pensent qu'on n'ira pas beaucoup plus bas que les 25 000 $ pour être tout à fait honnête, puisque si on se retrouve là-dedans, tout le monde aura les yeux là-dedans, et l'objectif du marché, c'est de ne pas nous faire monter. Évidemment, c'est de nous faire capituler et de penser de vendre moins cher, de vendre à un prix pour acheter moins cher, et généralement le marché ne nous donne pas satisfaction. On pourrait faire cette neckline par rapport à ce test de cassure, mais il est beaucoup plus haut, il est actuellement sur les 32 000 $. Aller beaucoup plus bas, ce serait clairement une chasse à la liquidité, sans pour autant nous donner la possibilité de rentrer beaucoup plus bas. Donc c'est à peu près ce que je vise personnellement. Je serai actif et j'agirai dans cette zone-là, et je n'attendrai pas forcément d'aller casser les 25 000 ou les 24 000 $. Même si tout est possible dans le Bitcoin, je pense qu'il y a trop de gens qui voudront en acheter bien plus cher pour nous empêcher de rentrer, en tout cas de laisser rentrer une très grande majorité de personnes. Puisqu'aujourd'hui, le billet est bull, le momentum est bull, la psychologie est bull, donc ce serait considéré comme des opportunités en or, et généralement ces opportunités sont extrêmement éphémères, et généralement on ne va pas chercher nos derniers objectifs de prix à la baisse. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on voit bien que sur le crypto total, on ne parvient pas à casser ce premier arrêt, donc le premier arrêt tient. Le plus probable, c'est toujours la même chose, de faire un nouveau plus bas. Je vais essayer de le retrouver, ce total market. Où est-ce qu'il est? Il est juste ici. On travaille de façon accrue ce premier arrêt, avec, on voit bien des mèches, donc les vendeurs prennent position et les acheteurs prennent profit ici. Ce magnifique premier arrêt de tout le précédent moment, 1,6 trillion $. On n'arrive pas à le casser, on le travaille, et ça peut être éventuellement une très bonne zone de prix pour pouvoir prendre des profits si vous étiez positionné sur quelques crypto-actifs, et j'ose espérer que vous avez réussi à prendre quelques 110%. Côté Ethereum, c'est à peu près la même chose, on suit toujours au niveau de ces flux-là, avec ces range, on va taper tantôt en haut, tantôt au milieu, tantôt en bas, et on peut aller chercher les 2300 $, voire aller beaucoup plus bas, pour aller chercher des objectifs de prix qui se trouvent actuellement sur les 1800 voire 1700 $, des tests de capture, des claques de W weekly ici, avec des déséquilibres de marché qui sont toujours positionnés. À très court terme, on peut aller aussi chercher notre petit gap CME, qui se trouve juste ici, je vous le montre en 1000. Je vais passer en daily, on le verra beaucoup mieux.
on a toujours ce petit gap CME, donc beaucoup vont le jouer. Donc partez du principe que si vous voyez une prise de liquidité pour combler le gap, c'est un gap qui sera probablement joué par des instits. Ça, c'est généralement comme ça que ça fonctionne. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit forcément se retourner et aller chercher un déséquilibre de marché aux alentours des 46 000 $, même si on l'a vu précédemment qu'il y a des clusters de liquidité et les gros portefeuilles usent de ces clusters de liquidité pour eux passer leur propre short et utiliser les rachats de short sur des personnes qui se positionnent bas de range, voire milieu de range, donc la pire solution. Ici, l'approche la plus rationnelle, ce serait d'acheter ce bas de range, voire ce cluster de liquidité, enfin ce gap CME, pardon, pour aller chercher de la liquidité, attendre la réintégration, et si réintégration, possible d'aller chercher le haut du range. Donc il y a des plays à prendre. Moi actuellement, je suis patient, je suis toujours pas rentré. Et j'attendrai patiemment de voir au moins ce gap CME être comblé. S'il n'est pas là, il le sera de toute manière tôt ou tard. Donc si on repart ou en haut, ça renforcera mon billet bear pour retourner ce marché, combler le déséquilibre de marché et finalement aller chercher ce gap CME qui est tranquillement positionné. Voir celui qui est beaucoup plus bas, juste ici, et en dernier recours, 27 000 $, vous voyez qu'ils y sont encore. Après, on sera plutôt sur des gaps de rupture, voire ici gap de continuation. Par rapport à un catalyseur, c'était au niveau de la, j'allais dire faillite bancaire, mais le crack obligataire, le crack bancaire au niveau de Silicon Valley Bank. Est-ce qu'il peut être comblé ? Oui, bien évidemment, il peut être comblé sur les 20 000 $, mais il faudra de réels catalyseurs pour pouvoir déloger des personnes qui ont réaccumulé extrêmement massivement sur les 28 000 $. Donc, il partit du principe que les très gros, depuis qu'ils ont eu conscience de la rumeur vis-à-vis de BlackRock par rapport aux ETF, qui étaient plutôt bullish à ce moment-là, même s'il y a un petit peu de volatilité au sein et de la création d'un range, premier arrêt, haut de range, premier arrêt, puis expansion, ici plutôt au nord, partez du principe qu'il y a beaucoup de personnes qui ont investi là-dedans et des très gros portefeuilles, et ils défendront leur prix. C'est pour ça que si on doit aller beaucoup plus bas, ce sera catalysé par quelque chose de dramatique, financièrement, humainement, ce que vous voulez. Un petit peu à l'instar du crack Covid, si vous voulez. Mais pour l'instant, je joue clairement pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller combler quelques gaps et aller chercher des déséquilibres de marché, puisque actuellement, c'est pas forcément ultra haussier, ce qu'on est en train de voir sur Bitcoin, en tout cas sur des plus petites time frames. Si vous jouez un petit peu les élotistes, moi personnellement, ou les élotwave, en tant qu'élotiste, pardon, moi je suis potentiellement valide pour une, mais pour l'instant je n'ai pas encore cassé ce premier arrêt, et généralement vous avez deux flux baissiers, une en flat par exemple, en A, B et C ici, donc ça pourrait éventuellement correspondre à ce fractal, ou en tout cas à cette prédictive, pour aller chercher un petit peu plus bas, pour aller chercher une grande entre les 0,50 et les 0,618 de tout le précédent mouvement, qui reviendrait encore une fois dans cette confluence de déséquilibre de marché, et avec retester en fait ce cross au niveau du billet momentum. Je l'utilisais précédemment. Si vous faites un petit exercice, c'est assez sympa à faire. Vous regardez en fait ces cross momentum en weekly, et vous regardez que souvent dans le passé, on vient chercher en fait au niveau de la zone de prix de ces cross de moyenne mobile institutionnelle. Donc cross EMA9 et EMA18. Par exemple, juste ici, vous avez le cross avec un billet haussier. On vient chercher en fait juste une zone de prix juste là. Si vous revenez un petit peu dans le passé, alors c'est pas du tout véritable, vérifiable, etc. Mais c'est juste une représentation fractale, donc on peut les chercher à peu près de là où on veut. C'est exactement la même chose ici, vous voyez, vous avez eu le cross au niveau du billet momentum, on vient chercher plus haut, on vient en fait reprendre de la liquidité en fait au niveau de ce cross du billet momentum EMA9 et EMA18. Ici, c'est exactement la même chose. On avait à peu près les mêmes situations, on a ce cross avec ce billet momentum, et on vient chercher avec le crack Covid exactement ce cross au niveau du billet momentum. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Je trouve ça plutôt chouette. Donc, comme celui-là, on l'a déjà pris, pourquoi pas aller chercher celui-là dans les prochaines semaines. En tout cas, personnellement, j'y serai positionné, et c'est à ce moment-là, précisément, que j'agirai. On peut faire un tout petit peu d'order flow. Il ne se passe pas grand-chose. On a un funding positif, mais relativement équilibré. Et si on regarde du côté plutôt des altcoins, on voit qu'on est plutôt tantôt dans un funding positif, surtout dans un funding négatif. Donc on est clairement en train de déleverager actuellement sur nos cryptoactifs préférés. Et il y a un phénomène psychologique qui avait déjà été répété et que j'avais vécu personnellement en 2019. C'est cette sensation de voir nos cryptoactifs, qu'elles soient fortement capitalisées, peu capitalisées, historiquement résilientes ou toutes nouvelles, c'est parti trop vite. Et généralement, on a tendance à faire quelque chose d'assez fou. C'est lorsque le momentum est très puissant, on a envie de shorter ces cryptoactifs. C'est la pire chose à faire, puisqu'on le voit bien, le fait ou l'idée que c'est parti trop vite, trop fort et potentiellement trop tôt en fonction de nos billets personnels, on a tendance à shorter ces cryptoactifs. Faites très attention à ça, parce qu'on ne fait que alimenter des hausses, et des hausses généralement violentes. Donc d'un point A à un point B, sur une cyclicité de marché
parfaitement programmé. Faites attention, pas de cramer la moitié du capital à vouloir shorter pour acheter moins cher en accumulant plus de tokens, alors que vous pensez que narrativement parlant, ce token ou ce fondamental de token est plutôt bon. C'est complètement contre-intuitif. Donc je ne vous préconise clairement pas de faire ça. Achetez les creux, mais ne vendez pas des tops hypothétiques. Ça ne fonctionne pas. Parce que vouloir shorter, voire vendre cher, encore une fois, une représentation psychologique, dans l'espoir de racheter nos shorts moins cher ou d'acheter moins cher, c'est la meilleure solution pour pouvoir acheter très cher, voire se faire complètement liquider et dégommer et voir son capital se réduire tout simplement. Bon, ça c'était, je pense, important. On a fait un tout petit peu de technique, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de choses à dire actuellement sur la technique. Est-ce que je pourrais regarder quelque chose au niveau de Bitcoin? Ah oui, allez, une petite chose qu'on a l'habitude de faire ensemble, c'est clairement ça, au niveau de ces Ichimoku Kinkoyo, on tente bien d'aller chercher ce bas de bougie ici. Est-ce qu'en fait on va nous faire le plaisir, le luxe d'aller nous chercher plus bas ici? Alors, je voulais pas forcément vous le montrer comme ça, mais c'est vrai que c'est pas très propre au niveau de ma charte. C'est propre là? Oui, c'est un peu plus propre. Ici, on passerait en dessous complètement le prix, venir chercher au niveau de nos Shikupan. Vous vous rappelez en fait ce magnifique para-range ici, cette parallèle, cette trendline haussière. Donc on peut clairement en fait aller chercher cette trendline haussière pour remonter. Ça nous enverra aux alentours des 32 000 $. Le 32 000 $, c'est clairement la première target d'Hermès baissière. On peut aller plus bas sur des mèches, il n'y a aucun problème. Mais je parle ici des clôtures. Donc je pense pas qu'on clôture beaucoup en dessous, en mensuel, en dessous des 32 000 $, mais pour aller chercher les 27, il n'y a aucun problème pendant un mois. Ça peut être le mois de février, ça peut être le mois de mars, sans aucun problème. Et cette magnifique Kijun, elle passe pas. Et cette SSA, elle passe pas actuellement en mensuel. Et si on regarde notre boussole, et on finira là-dessus d'un point de vue technique, puisque ça sert pas grand-chose d'aller beaucoup plus loin, on est bien sur le max swing price aux alentours des 41 000 $. Si on part ici sur le mois de mars, donc je reviens sur trimestre après trimestre, vous avez les 37 000 $. Et si vous allez jusqu'au mois de juin, on repart sur les 32 000 $. Target d'Hermès plutôt baissière sur cet intercycle. Est-ce qu'on va y aller? C'est pas une certitude, mais si on revient à former des ranges, on a tendance en fait à aller chercher ces max swing price. Et c'est très drôle puisque le max swing price de juin, même si on sera quelques jours, quelques semaines, quelques mois après la leaving, revient exactement sur un premier arrêt de tout le précédent mouvement. Voilà. Le 0,5%, donc une moyenne institutionnelle, la neutralité, et un marché peut retracer de moitié au moins des points du temps. Donc ça peut être éventuellement jouable d'aller chercher ces 32 000 $, en tout cas de ces 0,50%, qui n'est pas un retracement Fibonacci, je le précise. On fait quelques petites news. La première, c'est celle-ci. C'est José qui nous l'a partagé hier. Donc je l'ai regardé, j'ai récupéré le replay. Bon. France 2 parle de crypto-monnaie sur le 20h, c'est quand même pas rien, c'est génial. Oui, Bitcoin a pris 200% d'augmentation depuis le début de l'année 2023, on est actuellement en 2024. Les performances passées ne reflétant pas les performances futures, mais ça c'est ce qu'on dit, mais c'est pas forcément ce qu'on pense et c'est pas forcément ce qu'on joue. Donc on pouvait partir du principe avec cette magnifique news et ce levier complètement déverrouillé vis-à-vis des ETF au comptant sur le sol américain, qu'on aurait pu en parler chez France 2. Eh bien non, on a parlé de crypto-monnaie, le nouveau terrain de jeu des escrocs. Aïe, 21 janvier 2024, 20h41. Je vous montre juste, parce que j'ai travaillé un petit peu dans la com et je prends toujours plaisir à observer ce type de choses un petit peu subliminales. Je vais vous donner un tout petit, même si on est strike, c'est pas très très grave, j'espère qu'on sera pas strike de la vidéo et qu'on sera pas supprimé, mais si vous regardez en fait exactement ce jeu visuel par rapport au discours qui est apporté dans cette interview, enfin ce programme, ce passage, je trouve ça extrêmement intéressant. Regardez bien, on en parle juste après, c'est juste pour vous donner un petit clin d'œil. Écoutez ça. Des gens heureux, à qui tout semble réussir. Pour être riche, ces arnaqueurs ont la solution. Des formations en ligne pour maîtriser la crypto-monnaie, mais il faut débourser entre 100 et 200 € par mois. Pour ne pas se ruiner, ils nous proposent de vendre à notre tour ces packs de formation. Le marketing relationnel, est-ce que tu vois ce que c'est ou pas du tout? Non, ça me parle pas. Non, mettons, t'en parles à 3 personnes, Pierre, Paul, Jacques, eux ils se disent, vas-y, tu sais quoi, c'est puissant, go, j'attendais que ça. Ils en parlent autour d'eux. Paul, Jacques ramène aussi des personnes, ça compte aussi pour toi, originellement. Ok, donc là, on a passé à peu près, si vous voulez, tous les aspects, pas forcément néfastes, mais tous les aspects de la crypto-monnaie, entre les formations, entre les escrocs, entre tout ce que vous voulez, avec le marketing relationnel, avec les MLM, avec tout ce que vous voulez. Et là, vous avez une image qui est extrêmement puissante. Cette image-là, c'est, vous prenez un facteur qui n'a absolument rien à voir avec Bitcoin.
en tout cas d'un point de vue protocolaire. Vous mettez des personnes en train de reproduire quelque chose, et elle va le dire, une pyramide de Ponzi. Vous allez voir jusqu'où elle va. Mais l'image qui est représentée ici, c'est des petits bitcoins. C'est pas des cryptos, c'est pas des sous-sous, c'est pas des euros, c'est pas des dollars. C'est des bitcoins de 3 personnes qui vont sur une personne qui va à la plus grosse personne. Donc voilà aujourd'hui sur France 2, chaîne publique, comment est représenté le protocole Bitcoin, si vous voulez. Comme un Ponzi. Et elle le dit très bien. Et on va d'ailleurs très loin. Parce que quand vous voyez Bitcoin, vous allez maintenant, vous qui n'êtes pas, alors vous, ou les autres si vous voulez, qui n'êtes pas plongés dans ce narratif-là, vous allez regarder ça et vous allez entendre quelque chose derrière qui est en relation avec ce que vous venez de voir juste après. Marketingment parlant, en termes de communication visuelle, c'est extrêmement puissant, regardez ça. Tu commences à générer 200 € de plus par mois. Voilà qui est plus clair. C'est une pyramide de Ponzi. Voilà qui est plus clair. C'est une pyramide de Ponzi. Donc on a associé ici Bitcoin dans ce reportage, oui, c'est ça le mot que je voulais trouver, dans ce reportage, à une pyramide de Ponzi. Et on va aller encore plus loin. Une pratique interdite et passible d'au moins 5 ans de prison. Interdite, passible d'au moins 5 ans de prison. En somme, ici dans l'idée communicante, acheter du Bitcoin ou se confronter à Bitcoin, c'est une escroquerie et c'est passible de 5 ans de prison. Donc c'est pas pour demain l'adoption. Alors c'était le petit clin d'œil, ça veut pas dire que c'est très grave, etc. Ils pourront très bien changer la vie dans une semaine et demie. Et d'ailleurs Asher intervient sur la fin de cet entretien ou de ce reportage en expliquant que on n'investit que ce qu'on est prêt à perdre. Et je pense que c'est une préconisation rationnelle et raisonnable. Mais ce type d'information de France Télévisions, donc qui est du service public, même s'ils ont une forme d'autonomie sur une certaine liberté, mais une liberté extrêmement contrôlée, c'est exactement la même chose qu'on avait vu ici. C'était en septembre 2020, on était très proche des bottoms de marché générationnel. On a exactement le même titre, sauf qu'on ne parle pas de crypto-monnaies, on parle des NFT. Donc les NFT, un nouveau terrain de jeu pour les escrocs. Ici, les crypto-monnaies, le nouveau terrain de jeu pour les escrocs. Apparemment, ces titres fonctionnent bien. Pas de renouveau au niveau de France Info, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler. On va aller un tout petit peu plus loin pour finir ces news-là et on terminera là-dessus. Les émetteurs de Bitcoin Pod détiennent désormais presque 4 milliards de dollars de Bitcoin. À peu près la moitié aujourd'hui, c'est Grayscale. En sachant que la fiducie, depuis les approbations Bitcoin, ont perdu à peu près 50 000 Bitcoins. La plupart sont passés par Coinbase et probablement par leur service OTC pour pouvoir se rediriger tout simplement. Donc actuellement, on ne voit pas forcément une pression vendeuse au marché par rapport à Grayscale, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé et que le fait de pouvoir libérer des personnes qui avaient été coincées, on parle d'ailleurs me semble-t-il, de Terra Luna Labs qui avait été bloqué ou A3C avait été bloqué chez Grayscale. Enfin, il y en a plusieurs qui étaient bloqués chez Grayscale. Là, ils ont la possibilité de récupérer, donc soit ils récupèrent du Bitcoin, soit ils peuvent le vendre directement pour récupérer du fiat. Mais il faut aussi savoir qu'il y en a beaucoup qui ont joué l'arbitrage. Rappelez-vous, il y a encore 6 mois en arrière, on était à moins 50% par rapport au niveau de valorisation de GBTC, par rapport au trust vis-à-vis de ses actions, par rapport au prix de Bitcoin. Et là, on se retrouve aux alentours des moins 2%. Donc il y a bien évidemment, maintenant que l'objectif a complètement été rempli, le risque était très important, puisqu'il y a encore 6-9 mois en arrière, on pensait que Grayscale allait peut-être déposer les bilans, était dans une marasse pas possible, et il y avait peut-être éventuellement 658 000 bitcoins à vendre, market sell par les autorités américaines ou je ne sais trop quoi. Donc partez du principe que la prime de risque a été complètement récompensée, et il faut que ces gens-là qui ont joué cet arbitrage-là, bien sûr qu'ils ont vendu sur de la montée, mais on est arrivé à l'échéance et au dénouement. Donc il y a une forme de pression vendeuse qui peut continuer à se proposer. On parle de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin qui ont été vendus, on pense que ça peut aller jusqu'à 3 milliards de dollars, donc on est à peu près à la moitié du chemin, tout simplement. Donc si vous regardez Bitcoin et si vous pensez qu'on est à la moitié du chemin, si on a perdu depuis les tops, entre guillemets, je vais dire une bêtise, 16%, si on repère 16%, grosso modo, on arriverait sur les 34 000 dollars. Vous voyez que ça fait pas grand-chose, donc c'est complètement soutenable. On continue. Alors, ça n'a rien à voir, ceci étant dit, mais bon, dans l'idée, si on est à la moitié du chemin, entre les ETF Bitcoin, entre les ventes au niveau de Grayscale, à partir du principe qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas si jamais il y a cette pression vendeuse qui continue à se positionner, pas forcément s'accroître. Bitcoin, une chute de prix BTC à venir selon JP Morgan. Et en fait, vous lisez cet article-là, on explique bien par rapport à la sortie massive, notamment vis-à-vis de GBTC. Une information aussi très intéressante. Mais où est passé le Bitcoin ?
Seulement 10% des bitcoins sont en circulation. Ce sont des narratifs et ce sont des catalyseurs qui sont extrêmement importants pour éventuellement essayer de scénariser, pas forcément, éventuellement, on peut même le dire, anticiper une forme de climax run ou choc de demande. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, mais il faut toujours revenir sur ce qu'on sait. Bitcoin est un livre ouvert. Qui détient quoi et en quelle quantité ? Voilà, donc on part du principe, il y a encore 2 ans en arrière, que 3 millions de bitcoins étaient à tout jamais perdus. Aujourd'hui, on parle plutôt de 6 millions. Certains diront même 9 millions de bitcoins sont aujourd'hui morts ou les clés ne sont plus récupérables. On peut parler du million de bitcoins de Satoshi Nakamoto notamment. On peut parler de plein d'autres choses, des bitcoins qui seront à jamais perdus. Est-ce qu'il y a un impact ou pas au niveau du prix de bitcoin ? Absolument pas. La seule chose que ça pourrait avoir un impact, c'est sur notre psychologie. Le fait qu'il n'y ait plus réellement 21 millions de bitcoins en circulation, mais peut-être 11 millions ou 12 millions, effectivement, c'est un impact, mais plutôt psychologique ici par rapport au supply, directement disponible. Puisque je rappelle que le prix d'un actif, et non pas sa valeur, est directement la rencontre entre l'offre et la demande vis-à-vis du supply disponible. Bon. Ici, vous avez Bitcoin est-il la meilleure répartition de richesse que le système actuel ? Bon, je vous laisserai faire votre propre connotation. Ce qu'il faut juste comprendre ici, c'est que ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus, je ne vais pas dire juste, parce que c'est pas juste, mais relativement équitable, de par sa représentativité. Bien que, il faut savoir que 99% des bitcoins sont aujourd'hui détenus par 10% des adresses, moins de 10% des adresses. Je répète, 99% des bitcoins sont aujourd'hui détenus par moins de 10% des adresses. Ce qui est juste intéressant, c'est la tendance. Et effectivement, si vous reprenez en septembre 2022, puisqu'on a fait une news par rapport au NFT de France Info juste précédemment, on se rend compte que ils ont accumulé. Et les gros portefeuilles ont accumulé sur ces niveaux de prix. Pourquoi ? Parce qu'on est passé de 99% aux alentours de 98,3% des bitcoins qui sont tenus par un peu moins de 10% des adresses. Donc ça, je trouvais ça intéressant de pouvoir le remettre en exergue. C'est que dans ces petits marchés haussiers, on voit bien qu'il y a une forme d'effervescence par rapport à des plus petits portefeuilles, des plus petits porteurs, et on a dépassé, d'ailleurs, il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière, plus de 1 million d'adresses détient plus de 1 bitcoin, unitairement. Et ça, c'était clairement pas le cas il y a encore 6 mois en arrière. Donc il y a une forme de redistribution, bien sûr de la capitulation, de l'accumulation d'énormes portefeuilles. Et jusqu'à preuve du contraire, il semblerait qu'il continue à accumuler, et peut-être pendant les 10 ou 20 ou 30 prochaines années. Donc est-ce que c'est équitable ? Plus équitable, oui, puisque aujourd'hui, si on parle des ratios au niveau des millionnaires qui détiennent, ou des milliardaires qui détiennent ce code-part, c'est un ratio de 1 à 5 en termes de redistribution. Voilà. Donc on pourrait dire que par rapport au marché fiduciaire actuel, Bitcoin, à l'échelle mondiale, est 5 fois plus redistribué que la monnaie fiduciaire, en termes de richesse et en termes de valeur redistribuée. Voilà. J'espère que je vous ai aidé dans cette... Et la question, c'est de savoir, oui, moralité, puisque je ne vais pas forcément vous laisser comme ça, est-ce que ça va, oui ou non, continuer à se perdurer ? Est-ce qu'on va passer de 5 à 4, à 3, à 2 fois, ou voire il y a encore moins de Bitcoin pour le reste de la planète ? Ou est-ce que cette tendance va s'apprécier ? Est-ce qu'elle va augmenter ? La seule chose à faire, c'est éventuellement essayer d'éviter de s'en séparer. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans quelques top crypto des membres sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. Ciao.